Salut tout le Hello. monde, salut les gars, bienvenue pour ce live où on va voir ce qui se passe on-chain avec Sapiens. Alors déjà, on va faire un petit point au niveau cyclicité, donc ça n'a rien à voir avec l'on-chain, mais c'est un point que j'aime beaucoup aborder en début de live pour vraiment essayer de comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Là, ce que vous observez, c'est la performance de Bitcoin depuis le dernier halving. Donc nous, on est la courbe en noir. Et comme vous le voyez, malheureusement, entre guillemets, on vit la pire performance post-halving de Bitcoin depuis sa création, puisque ici, lors de sa genèse en premier halving 2012, bon, évidemment 2012 et 2013, c'était des performances hors du commun. Donc on Mm. peut évidemment couper le bruit. Mais en bleu, vous voyez 2020, 21, 22, et en vert, 2016, 17, 18. Bon, comme vous le voyez, on se détache. On a été quand même pas mal. On a été pendant plus de 260 jours, donc quasiment une année entière, à vraiment follow les cycles précédents. Donc c'était vraiment intéressant de voir cela arriver. Et malheureusement, évidemment, à la vue des performances qu'on a depuis ce premier trimestre et depuis ce début d'année 2025, on voit qu'on se décorrèle vraiment de ces cycles-là. Donc évidemment, à chaque fois, on se dit que à chaque cycle se suivent et se ressemblent avec quelques spécificités. Eh bien là, on est en train de le voir, justement, on est plutôt sur un cycle. Si on regarde depuis ici le point bas, donc non plus depuis le halving, mais depuis en gros le bottom de 2022 aux 15 000 dollars, c'est pareil, vous voyez, on avait vraiment suivi les deux derniers cycles quasi à la culotte, jusqu'à ce 800 à peu près tième jour, où là on commence à se démarquer. Pour l'instant, évidemment, une hausse fulgurante nous remettrait dans les clous, mais pour l'instant, comme vous le savez, c'est pas vraiment le cas. Ah Donc en là, fait, ouais, ouais, compliqué. c'est ça. Mhm. Et donc du coup, en fait, c'est assez. Si on prend juste le cycle actuel, vous le connaissez, c'est vraiment des hausses fulgurantes après chaque catalyseur. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé justement en 2023. On a eu l'arrivée des ETF. 2023-24, on a eu l'arrivée des ETF, donc on a eu ce premier gros pump. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? L'élection de Trump, un autre gros pump qui ensuite voilà, nous fait encore latéraliser. Donc là, on est vraiment dans un cycle où au niveau spécificité, on n'est pas vraiment, on copie-colle pas vraiment ce qu'on peut voir sur 2017 et 2021. Où ici, comme vous voyez, 2017 en bleu, on avait tout un cycle qui allait à la hausse très souvent. On avait beaucoup de corrections de moins 30%. Et par contre, à chaque fois, on rebondissait très vite à la hausse. Mm. 2021, c'était un peu l'inverse. On avait vraiment une grosse montée, grosse correction, grosse montée encore une fois. Et nous, on est un peu dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'on fait vraiment des grosses montées. On corrige, à la fois c'est pas des corrections non plus extraordinaires, hein. Quand tu regardes Bifresh, tu as vu, c'est vraiment des, des corrections qui nous font plus capituler par le temps. C'est vraiment à Ouais. chaque fois ça. Mm. Enfin, l'année dernière, on a eu 8 mois de consolidation, correction qui était vraiment longue à en mourir. Je sais pas comment tu l'as vécu. Oui, C'était un peu j'étais long. là, mais en plus à ce moment-là, c'était l'été, hein, été dernier. Ouais, ouais, À ouais, ce ouais. moment-là, c'était ouais, les Altes, c'était une cartouche, c'était une C'était boucherie catastrophe pendant. encore, En fait, hein. c'était pas forcément des -10, -20% par jour, mais c'était des -5, des +3, des -6, des +2, et c'était tout Exactement. l'été, et c'était terrifiant, terrifiant. Exactement. Et là, en fait, du coup, on est en train un peu de revivre la même chose, c'est-à-dire grosse expansion au niveau du prix, grosse explosion, parce qu'on a eu ce catalyseur des élections de Donald Trump. Et depuis, évidemment, donc on a eu toute cette belle zone où on pouvait tous prendre des profits. Pour ceux qui justement ont réussi à faire ça, et d'ailleurs c'est pour ça que je te félicitais Gigapot, parce que c'est pas évident de prendre des profits quand justement tout le monde est un peu dans cette euphorie. Et comme vous le voyez ici, forcément on se remange un peu tout ce rebelote que mine de rien on avait vu durant l'été automne 2024. Et là c'est pareil, longue consolidation, on épuise par le temps. Et ensuite, on fait une petite épuisement, on fait une petite capitulation par le prix, comme on l'a vu par exemple en juillet, août ou même encore septembre 2024. Et là, on fait exactement le même pattern. Donc, c'est assez intéressant de voir Mm. que pour l'instant, on est sur un cycle qui a l'air de nous donner ce genre de comportement. Et peut-être que la prochaine hausse sera d'autant plus explosive elle aussi. Ah, Et que on par contre, espère. après, voilà, ça on l'espère tous, ça c'est clair. On espère tous, ouais. Est-ce qu'il n'y a pas Yes. une différence entre entre tous les cycles, genre plus on avance de cycle, plus le pump est décalé? C'est une bonne question. En fait, si tu veux, sur 2017-2021, c'était assez synchro parce que les alts avaient commencé à exploser à la mi-mars, mi-fin Ouais. mars, de 2021 et de 2017.
Sachant qu'après, évidemment, il y a eu un peu le même comportement quand on regarde. Je vais essayer de vous le trouver, cet indicateur, il est plutôt pas mal. C'était celui de Bitcoin Strategy, où en gros, tu voyais un peu ce qui se passait au niveau des patterns du cheat sheet, où à chaque fois, en fait, voilà, il y avait vraiment cette 2021, en fait, c'est cette zone-là, où ici, on voit que dès que c'est vert foncé, il y a des nouveaux ATH qui se présentent. Mhm. 2017, c'était un peu la même chose. Et comme vous le voyez, tout l'été, à chaque fois, la zone de la fin du printemps, début automne, c'est dans le rouge parce que justement, on subit. Et après, encore une fois, tout Q4 des années justement post-halving était à chaque fois sur l'ATH final. Comme on le voit, hein, 2021, 2017, 2013, chaque fois ça s'est passé dans le dernier trimestre de l'année post-halving. Bah, pour l'instant, écoute, quand tu compares par rapport à 2017, on copie-colle encore une fois, tu as vu sur le Ouais. graphique qui nous montrait un peu la relation entre les précédents cycles et celui-ci. J'ai envie de te dire, même 2021, finalement, quand tu le regardes, il a explosé bien plus vite que les autres, hein, celui qui est en bleu. Ouais. Et justement, 2017, c'était un peu moins explosif. Et ensuite, il y a eu cette correction que nous, on a eu, justement, potentiellement même, soit avant, bah, soit après qu'on vit actuellement, pour après re-avoir cette expansion. Donc, à voir. Tu vois, regarde, quand on était. Donc là, c'était. J'ai pas envie de me gourer au nombre de jours, mais 400 jours après, donc j'imagine, bah, c'était vers le mois de mars. On était pourtant sur un cycle qui était largement mieux parti que 2021 et 2017. Donc tu vois, après, Ouais. ça, Mhm. ça fluctue un peu et voilà. Après, on peut pas suivre, on peut pas copier, enfin, coller à la culotte vraiment au jour près Ce les qui est, cycles précédents. Mais ouais, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que l'été, il est plus. Ah, c'est la courbe bleue pendant bleu et l'été ou verte, tu verte. vois, ici, Ouais. là, c'est cette zone-là. Et ouais, ça nous laisse si on suit évidemment encore le cycle de 2017, ça nous laisse un timing de 2 petits D'une mois, centaine de jours. Ouais, voilà. de 3 mois, ouais. Après, il y a Ouais. l'été, ça va être très compliqué à gérer, mais on n'est pas Mm. à l'abri non plus de voir quelque chose d'exceptionnel l'été, mais j'y crois beaucoup moins, en tout cas. Ouais. Bah, quand tu regardes les performances, tu as vu même de l'année dernière, hein, juin, on s'est fait -7, juillet, on s'est fait +2, auguste, on s'est fait -10, septembre, +10 seulement. Mm, Donc, ouais, c'était un peu ce scénario. 2017, c'était un peu mieux, hein, on a eu +2, +18. Bon, auguste, il y a eu explosion de ouf, +73, -11. mm. Et 2021, bon, par contre, ça pue un peu plus à partir de mai carrément. Donc, bon, tu vois, chaque cycle a vraiment ses spécificités. Encore une fois, on ne peut que se tabler. Enfin, Bitcoin a un très petit historique, hein, finalement. Quand tu Mm. regardes, on peut se baser vraiment. Même 2013, aujourd'hui, c'est difficile. Quand tu regardes 2013, bon, bah, voilà, c'était des performances qui étaient assez folles. Donc voilà, on n'en est pas sur ces niveaux-là. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué de se baser sur beaucoup d'historique. Et, Ouais, ouais. et ce que j'espère, c'est que justement, mois de mars sera un peu mieux, même si pour l'instant, on en est encore Mais loin. c'est Mais sûr que plus on va avancer, moins on aura des courbes comme on voyait en 2013, hein. Dans tous les cas, la liquidité exactement. qu'il y avait en 2013, les gars, Ouais, c'est bah plus celle de maintenant, hein. tu connais comment on appelle ça, la théorie merde, des revenus diminués, des diminishing returns, comme on dit en anglais, où en gros, bah forcément, plus le poids de l'actif est lourd et forcément, moins on a de volatilité, ce qui est Mm, assez, mm, ce qui mm. est assez logique à la fois, en tout cas. Mais pour l'instant, voilà, si on se base sur les performances de Bitcoin, pareil, à travers les cycles, on est vraiment ce qu'ils appellent les down years, donc en rouge, globalement la performance de BTC sur les années baissières, et globalement si on prend les up years en vert, on voit qu'on est vraiment dans un entre-deux, même si bah, on est beaucoup plus proche des down years pour l'instant, pour l'année post-halving. Donc là on prend vraiment sur l'année 2025. Ouais. Ce qui, normalement, en tout cas, post-election years, qui est justement celle en pointillé en violet, on est très très loin des performances. On le suivait le Ah premier oui. mois, hein, mais là, c'est vrai qu'on n'y est pas. Et je pense que ça se ressent. Il n'y a pas trop besoin d'avoir des graphes pour l'expliquer, Ça, ça ça c'est se clair. ressent, ça se ressent dans les C'est PF et clair. dans la TL. Ouais, carrément. Bah, ça se ressent aussi, tu vois, au niveau, bah, pour nous, simple retail, entre guillemets, simple particulier, mais ça se ressent aussi pour les détenteurs d'ETF, qui, mine de rien, comme on l'a vu, eux ont quand même pas mal paniqué ces derniers jours, depuis la semaine dernière, avec des sorties quand même qui étaient assez exceptionnelles, hein. On a eu des grosses sorties de capitaux avec des journées à -1 milliard, etc., ce qui n'était jamais arrivé depuis la création des ETF.
Donc on a eu une première, mine de rien. Et forcément, quand on regarde un peu la corrélation, donc là en fait vous voyez en gris la courbe du Bitcoin ici, quand on voit la corrélation en fait un peu, vous savez c'est un peu le principe de l'œuf ou la poule. Qu'est-ce qui arrive en premier? Est-ce que le prix du Bitcoin chute ou augmente parce que les détenteurs d'ETF investissent massivement, ou est-ce que justement parce que le prix du BTC augmente, on voit les détenteurs d'ETF justement Mhm. Mhm. FOMO un peu le rush de Bitcoin et puis achète également. Pour moi, il y Ouais. a un peu des deux, je sais pas ce que tu en penses, Ouais, je mais on pense a que toujours les détenteurs un peu aguerris, tous ceux qui ont des bons conseillers, par exemple chez BlackRock, et tous ceux qui subissent un peu aussi le FOMO ou le FUD et qui, à l'inverse, font autre chose. Je pense que il y a aussi cette idée derrière les ETF comme quoi les, les mecs de la tradi seraient plus smart, etc. Mais non, c'est juste qu'ils ont beaucoup plus de capitaux à mettre et que Mm. ça se ressent un peu plus. Mais en aucun cas, les mecs, les plus gros inflows de PTC vont te permettre de dire, OK, c'est bon, on est parti. Les mecs sont comme nous. Les mecs sont comme nous. Voilà. Ouais, on le voit, hein. Regarde, enfin, t'as vu, regarde l'été dernier, bon voilà, aucune volatilité, ou comme tu l'as dit, c'est justement des hop, on se crache au 48K, on remonte au 63, on se crache au 53, on revient au 60, etc. Et t'as vu, là, il n'y avait aucune entrée ni sortie de la part des ETF. Tout d'un coup, grosse expansion du prix, évidemment, tout le monde est content, tous les, tous les investisseurs sont contents que Trump, pro-capitalisme, soit justement élu. Qu'est-ce qui se passe? Des gros afflux de, d'ETF. Et là, forcément, le prix commence à stagner, chuter. Pour l'instant, on n'avait pas vu fin janvier, début février trop de sorties, mais évidemment, voilà, lors du crash, là, on a vu des grosses sorties de capitaux pour au Mhm. final des gens qui rachètent un peu derrière. Et là, ça s'est déjà calmé. Je crois qu'hier, on a eu juste un moins 115 Mhm. millions, je crois. C'est pas Exact. beaucoup. C'est C'est ça. ridicule. C'est ridicule. Donc, Il y pour a, l'instant, on est très loin d'effacer tout ce que les ETF ont fait. Donc, ça, c'est déjà un très beau point, hein. il y a Gigapod qui nous dit, j'ai entendu que le BlackRock cherchait à recruter les intervenants de Wen bullish. Bah, si t'as un petit contrat avec BlackRock, Sapiens, C'est clair. tu Ça penses serait à pas nous. mal. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, regarde là justement, ça c'est la détention d'ETF, pareil en termes de capitalisation, et tu vois que ça suit exactement ce que fait le prix. Quand tu Mm. copie-colles le truc, tu vois, c'est très logique et en fait ça suit. Pour moi, il y a un peu des deux. Il y a ceux vraiment qui savent investir et profiter de prix bas et ceux qui paniquent et qui préfèrent prendre leur gain, parce qu'encore une fois, ils étaient quand même pas mal en profit, hein. Ils ont un coût d'achat moyen aux 71 000 dollars. Si ceux qui ont vendu autour des 100 000, ils avaient quand même 30% de profit. Donc quand tu poses, Ouais. je sais pas, 100 000 ou 1 million, c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est pas non plus de la panique réelle. Il y en a encore très peu qui sont en perte. Évidemment, tous ceux qui ont FOMO au plus de 100 000 dollars, eux, ils sont forcément en perte latente. Mais Mm. la plupart sont quand même beaucoup en gain. Donc ça, c'est plutôt intéressant de le voir. Mais voilà, ça explique aussi pourquoi on est dans ce mou ambiant. Les ETF qui avant nous aidaient vraiment à absorber toute la pression vendeuse, parce que, comment dire, je sais pas si c'est un mythe à déconstruire ou pas, mais c'est pas parce que le prix augmente que tout le monde achète. C'est parce que Mm. justement le prix augmente qu'il y a aussi beaucoup de ventes derrière. Il faut se rappeler que pour chaque Bitcoin acheté, il y a forcément un vendeur derrière. Euh, et donc forcément, quand on regarde... Ah non, c'est pas celui-là. Mais globalement, je ne vais pas m'attarder trop dessus, mais à l'époque, je vais couper le bruit un peu. Tac, on va prendre que les ETF. Ils sont ici. Nos ETF et ceux qui vendent, donc nos fameux détenteurs à long terme, sous ceux qui sont vus comme des détenteurs un peu aguerris, on voit très bien qu'il y a des phases où les ETF comblent un peu la vente, la pression vendeuse. Par exemple, début novembre, eux, ils vendaient pour 21 milliards de Bitcoin. Eux, ils achetaient pour 8 environ, tu vois. Donc Ouais. forcément, ça se comble bien. Par contre, quand tu arrives à un palier où tu vois qu'on est à moins 62 en moyenne sur 30 jours et qu'eux, ils sont à plus 4, forcément, ça fait mal. Là, en fait, Ouais, le c'est rapport plus est compliqué. totalement déséquilibré. Heureusement qu'il n'y a pas les ETF qui comptent. Ça aussi, c'est important de le noter, hein, quand on regarde les volumes. Ça, en orange, c'est les volumes vous savez, en dérivé, donc les futurs, les contrats futurs.
tous ceux justement qui se font liquider, c'est ces gens-là. On le voit, donc eux, c'est à peu près 112 milliards. On voit le volume en spot, donc vous et moi qui, par exemple, achetons sur Binance, sur les DEX, etc. On est à 12 milliards. Les ETF, on est à 4. Donc en fait, il y a vraiment un rapport à prendre en compte où c'est pas non plus les maîtres Mm. du jeu et les maîtres du monde encore. Tu vois. Donc c'est important de le noter. C'est une folie quand même de voir autant de volume en futur. Tu vois Ouais. que les gens, ils Ouais. sont devenus beaucoup, beaucoup, beaucoup plus gamblers sur ce marché, quoi. Ouais, et à la fois, tu vois, on est quand même loin de l'ATH qu'on a eu en décembre. Hein. Voilà, c'est en valeur BTC, mais on a quand même bien baissé. Hein. Là, on est revenu sur les niveaux justement, tu vois, de août-septembre 2024. C'est pour ça que je trouve qu'il y a beaucoup de cohérence avec la période actuelle, où là, on a fini le FOMO et c'est plutôt, enfin, fini l'euphorie en tout cas. Puis on est dans un truc tellement volatile que il y en a beaucoup qui jouent, mais il y en a aussi beaucoup qui savent ne pas jouer, et ça, c'est plutôt intéressant de le voir, je trouve. Mm. Euh, alright, il y avait un des points intéressants. Il faut aussi mesurer la demande, puisqu'encore une fois, vous le savez, enfin, quelques data que ce soit, technique, on-chain, fondamentale, euh, tout est quand même aussi drivé par la demande. S'il n'y a plus de demande, bah forcément le prix ne va pas augmenter. Parce qu'on a un actif qui est rare, mais tout le monde justement parle de oh, regardez, il y a de moins en moins de Bitcoin sur les exchanges. C'est super, mais si la demande ne vient pas, il n'y a toujours personne qui va venir vous les acheter. Ce qu'on avait vu ici en orange, c'est justement comment dire, l'apport de liquidité sur Bitcoin. Donc vous voyez, en mars, on est passé de 8 milliards à 60, bon, on a fait un x10 sur la demande. Ensuite, bah, vous le voyez, toute la période de l'été dernier, ça a chuté, parce que forcément tout le monde était dans le flou, tout le monde était peureux, etc. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Élection de Trump, direction les étoiles. On a refait un x10 minimum, même un fois, parce que si on était à peu près, ouais, on va dire un gros x10 sur la demande, et là on a rechuté. Logique, tout le monde a peur, tout le monde ne sait pas quoi faire, etc. La chose extrêmement intéressante, c'est qu'on voit toujours des afflux de stablecoin, donc preuve qu'on a une puissance de feu qui est quand même assez exceptionnelle, et qui ne demande qu'à être déployée. Je sais pas si on l'a vu dimanche. Dimanche, il y a eu une news bullish sur Trump Ah qui ouais. nous parle de réserve stratégique. Qu'est-ce qui s'est passé? Le prix, il a fait un 78 tout 95. Mm, mm. Donc en Mais fait, on a de l'argent sur le marché, sauf qu'ils ouais. attendent avant de le déployer. Et ça reste quand même assez pertinent. Et à ce moment-là, surtout, en fait, on était un dimanche, donc le marché est beaucoup, beaucoup moins liquide. Il y a beaucoup moins d'ordres de vente ou d'achat, et forcément, bah, plus il y a d'achats, vu qu'on est Mm. dimanche, bah, ça Ouais, part vite, quoi. Ça part vite. C'est c'est pour ça clair. que bah, on avait tous dit, enfin, on avait tous short face à quelqu'un qui disait oh par ATH et tout. Bon, vous savez, pour ceux qui suivent un petit peu Wen, mais enfin voilà, fallait pas se précipiter. C'était un move un dimanche, c'était très compliqué à C'est apercevoir, clair. mais voilà, faut pas se Mm. précipiter. Ouais, toujours. Et puis du coup, bah, pour répondre aussi à la question pourquoi ETH RAM, en fait ça, si vous voulez, enfin, ce graphique montre les rotations de capitaux, mais on parle des capitaux réalisés, c'est-à-dire qu'on va pas parler de la market cap, mais de la capitalisation réalisée. C'est-à-dire que si j'achète, on va faire des maths 10 secondes, si j'achète un Bitcoin 100 000 et que je le vends 150 000, il y a quelqu'un qui est obligé de rajouter 50 000 dollars pour l'acheter. Mm. Mais il va pas ajouter 150 000 dollars au marché. Vous voyez la différence en fait de la market cap qui est totalement différent. Et là en fait on voit bien qu'Ethereum depuis mi-janvier, il perd de sa capitalisation réalisée. Donc c'est-à-dire que les gens vendent à perte Ethereum. Bien qu'ils sont prêts à encaisser des pertes, c'est-à-dire que je l'ai acheté 3000, je le vends 2500, il y a 500 dollars de moins, il y a 500 dollars qui sort un peu de sa capitalisation réalisée. Et en fait, encore une fois, même scénario que l'été dernier. Donc je dis pas qu'on va forcément péter à la hausse au bout d'un moment, mais on a des signaux qui nous montrent qu'on veut vraiment faire capituler. Et moi, c'est vraiment le, ce que je veux vous faire passer cet après-midi, c'est qu'on veut nous faire capituler et qu'on a plein de signaux qui recopient vraiment ce qui s'est passé l'été dernier. Mm. Maintenant, comme on C'est va le assez ouf voir, quand même cette charte de ouais, tu voir vois, Ether aussi vendu comme mais waouh. bah c'est ça. Pareil, tu C'est vois, une il a dinguerie. bien pris en novembre-décembre. Je vais enlever les stablecoins. Il a très bien pris en novembre-décembre. Il avait re-bien pris au mois de juin. Pourquoi? Parce que bah, on avait officialisé les ETF Ethereum. Mais depuis, c'est cata. Et c'est vrai que bah voilà, ça pèse. Et c'est pour ça qu'on se dit pourquoi Ether n'arrive pas à suivre Bitcoin? Parce qu'il y en a plein
qui vendent à perte sur cet actif. Il y a les hodlers, il y a ceux qui rachètent, mais pour l'instant, ceux qui vendent à perte sont beaucoup plus présents. Donc ça, c'est Mm. plutôt... Ou en tout cas, il y a Ouais. beaucoup de personnes qui rachètent la peur de ceux qui capitulent dessus. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Bah, On va pas se mentir. c'est quand même ouf en vrai. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais laisser partir ton ETH pour 2200 $, enfin, moi, c'est hors de question. Genre, j'ai de l'ETH dans mon bag et je peux pas le vendre pour 2200. Enfin, même s'il va à 1005, bah, au pire, j'en rachèterai, mais pour moi, c'est pas possible, quoi. Ouais, non, mais complètement. Complètement, c'est clair. Ouais, euh, clairement. Donc après, voilà, c'est vrai que comme tu le dis, chacun ses convictions. Oui, Et, après, et c'est un c'est tout. vrai que par contre, bon, je ne vais pas vous le présenter pour pas trop montrer de graphe ce soir, mais bon, tu connais le MVRV dont on va parler un peu plus Mm, tard, mm, qui est mm. ce graphique qui nous montre si un actif est sous-évalué ou surévalué. Et sur Ethereum, il est clairement en sous-évaluation. Pour l'instant, il y a beaucoup de monde qui, en tout cas, ça respecte pas sa valeur réelle qu'on pourrait lui donner. Donc c'est plutôt intéressant de voir ça à la fois si on reste convaincu qu'on est toujours dans un cycle haussier, parce que chacun se fait ses propres thèses, euh, Mm. ou en tout cas ses propres hypothèses, et du coup c'est plutôt intéressant de voir que pour l'instant il est sous-évalué. Donc en tout cas vous savez que vous achetez un produit sous-évalué. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Qui logiquement, si on reste dans un cycle haussier, bah, devrait nous récompenser. En tout cas. En parlant de demande, justement, au niveau des stablecoins, on a vu, on est pareil, un peu, tu vois, sur une même dynamique que ce qui s'était passé, je vais zoomer sur cette phase-là, sur l'été, automne de l'année dernière. On voit que, si tu veux, la supply de stablecoin ici en rouge, donc c'est-à-dire tous ceux qui arrivent sur le marché qui impriment du stablecoin, donc on dit printer, tous ceux qui printent, on voit que bah, tu vois, entre la mi-avril et octobre, il n'y a eu que dalle. Je crois qu'il y a eu 9 milliards qui ont été imprimés, alors qu'entre octobre et la TH d'avril, on en a eu 27. Donc tu vois, on était beaucoup moins. En 6 mois, on en avait imprimé 27. Là, ici, en 7 mois, on en avait imprimé 9. Donc tu vois que le marché ici, il était vraiment en mode qu'est-ce que je fais? Est-ce que Mm. c'est toujours bullish? Est-ce que je viens sur le marché ou pas? Hop, élection de Trump, on en a réimprimé, je crois, plus de 25. Donc pareil, 25 en 2 mois. Donc là, boum, il y a beaucoup de monde qui était intéressé et qui rentrait sur le marché. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah rebelote, en l'espace de 3 mois, on en a imprimé que 7. Donc en fait, ça nous montre que le marché a de l'argent, encore une fois comme on l'a vu dimanche, mais que pour l'instant, en fait, il attend des signaux clairs pour se positionner. Et la dernière fois, bah, il a attendu les élections de Trump pour vraiment mettre la main à la pâte. Et comme on l'a vu dans le graphique précédent avec la rotation de capitaux, bah, foncer dessus. Mm. Foncer sur BTC, Ethereum, les alts, etc. Donc ça, Mais c'est il plutôt y a de ça intéressant de le aussi. noter. Les gens, je pense que bah, ce marché, dans tous les cas, plus il avance, plus ça marche en termes de pricing. Et là, en fait, on a pricé énormément, énormément de choses, que ce soit la réserve stratégique, l'élection de Strum, tout ça. Mm. Et il nous faudrait quelque chose en plus, je pense, pour vraiment repartir fort. Et ce quelque chose en plus, pour l'instant, on l'a pas. Alors, est-ce que ça va venir de la macro? Est-ce que ça va venir d'une grosse annonce de Trump? Est-ce que on sait pas, mais pour l'instant, c'est vrai que les gens sont en train de se demander est-ce qu'on n'a pas pricé un peu trop fort ce BTC, quoi. Peut-être, peut-être. En tout cas, faut réaliser que, bah, justement, tu vois, je vais prendre la capitalisation réalisée qui nous a fait un ATH début mars, qui justement correspond à tout cet apport d'argent sur le marché pour faire augmenter le prix. Comme on le voit en fait, bah, en mars, en vert ici, on voit qu'il y a eu beaucoup d'apports de capitaux, en novembre, etc. Ce que je veux vous montrer, c'est que pour un prix qui latéralise globalement, hein, on va prendre on va dire depuis le top de janvier, depuis la mi-janvier, on a eu à peu près 20 milliards d'apports sur le marché. C'est-à-dire qu'il y a des investisseurs convaincus qui se sont dit, moi ce prix me convient, je vais racheter, encore une fois, comme je vous l'ai dit. Par exemple, quelqu'un l'a acheté à 40 000, l'a vendu sur les 100 000, il y a quelqu'un qui est arrivé avec 60 000 de plus sur le marché. Et là, on parle au total de 20 milliards de dollars qui sont arrivés sur le marché. Alors, c'est ultra intéressant parce que ces 20 milliards nous ont permis de ne pas nous casser la figure, parce que comme on l'a vu plus tôt, il y a eu quand même une sacrée pression vendeuse, hein, de la part des détenteurs à long terme, parce qu'il faut absorber cette vente pour continuer à rester sur des prix corrects ou alors pour voir le prix du Bitcoin augmenter.
Et donc, ce qui est un peu dommage, entre guillemets, c'est que ces 20 milliards, bah, mine de rien, c'est énorme, mais ils n'ont servi qu'à stabiliser le prix du Bitcoin Mm. et nous ont pas forcément servi à aller plus haut. Donc, c'est un peu une sorte de. Comment, enfin, de mon point de vue, c'est dommage en fait. C'est extrêmement bien parce que heureusement qu'ils sont là, sinon peut-être qu'on serait déjà vers les 70, 75, on ne sait pas trop. Mais à la fois, on se dit, bon, ok, on a épuisé. C'est comme si vous aviez une, enfin, comme à l'époque, les guns des. Comment on appelle ça? Les guns des, des cow-boys. T'as 6 cartouches, t'en as utilisé 3, tu te dis merde, il m'en reste que 3. Bah là, tu sais qu'on a utilisé 20 milliards de cartouches juste pour voir le prix finalement passer de 110 000 à 87 000 ou 86 000 actuellement. Donc voilà, ça fait un peu chier, on va pas se mentir, mais à la fois c'était nécessaire pour au moins que ce prix soit stabilisé. Et là, en fait, comme on le voit, si on zoome dessus, on voit, tu vois, qu'on arrive à un certain palier, on est arrêté de monter de façon parabolique, et tout comme en fait il s'est passé durant la consolidation, il y a de l'argent qui arrive, pas en masse, mais il y en a qui arrivent juste pour voir le prix latéraliser. Mais heureusement qu'il est là, heureusement qu'il y a toujours des convaincus sur le marché. Sinon, on Ah bah irait beaucoup ça, plus bas. Donc ça, ça c'est une très bonne représentation de la demande. Vous voyez mm. qu'elle se stabilise, que pour l'instant elle est toujours là, mais elle se stabilise. On n'est pas encore dans les niveaux de 2021 où là on voyait plutôt l'inverse, où là la demande se stabilisait, mais surtout voilà, se cassait la figure petit à petit, évidemment. Donc là on n'en est pas là non plus, et c'est là-dessus que je voudrais aussi faire le point. Euh, Maintenant, je vais finir parce qu'on va pas non plus trop aller dans le détail, mais globalement, peut-être ce qui vous intéresse, c'est ok, qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Je pense que ça peut être intéressant. Ce que vous voyez ici, c'est en bleu, si vous voulez, la courbe du prix par rapport au nombre d'investisseurs en profit. Par exemple, ici, on est aux 87 000 dollars. Comme vous le voyez, on a 22%, bon, 21% des investisseurs en perte et 79% encore en profit. Donc en fait, on est sur des niveaux quand même assez stables, hein. Il faut Mm. se rappeler que les niveaux qui font peur, c'est sous les 70%. Parce que finalement, regardez, à l'été 2021, lors de la correction, on était tombé sous les 65. En septembre, août de l'année dernière, on était tombé sur les 75-70. Donc, c'est encore correct. Là, on est au 5 mars, on est où? On est à 78% de la supply en profit. Voilà, digne d'une correction classique que l'on a vu déjà tout l'été dernier. Donc, qui rappelle aussi cette phase-là où on essaye d'épuiser les investisseurs. Et comme vous le voyez ici, même si, bah, par exemple, quand on a chuté aux 78 000 dollars, on était toujours à 76% de la supply en profit. Donc c'est génial. Même sur ces niveaux-là, on était encore sur des niveaux raisonnables de correction. Par contre, comme vous le voyez, tous ces pics verts ou rouges, donc rouge c'est tous ceux qui ont de la supply, tous ceux qui ont des bitcoins en perte, en vert tous ceux qui sont en profit. Et comme vous le voyez, on a un gros gap ici, donc ce qu'on appelle un gap. Donc je sais que ça existe, le gap CME, le gap en Mm. analyse technique, mais ici on est plutôt sur un gap de personnes qui détiennent du Bitcoin. Là par exemple, on a 64 000 Bitcoins qui ont été accumulés vers les 84 200 dollars. Et évidemment, ce que l'on veut voir, c'est justement ce genre de grosse zone d'accumulation, parce que plus la zone est importante, et plus logiquement on va Elle va être défendre cette défendue. zone. Ouais. Par exemple, là, les 97 000, tu as vu, tout le mois de février, on était dessus pendant 3 semaines. Les gens la défendaient. Parce que potentiellement, s'il n'y avait pas tous ces investisseurs-là qui avaient accumulé ici, on serait allé plus bas, beaucoup plus vite. Et là, en fait, avant le crash aux 70 000, on avait un gros gap entre les 86 et les 76. Il n'y avait rien, il y avait un vide, un néant. On était tellement monté vite au mois de novembre sur cette zone-là que personne n'a eu le temps d'accumuler. Donc personne n'a eu le temps de protéger cette zone. Mm. Et là, en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'avec cette correction, bah, en fait, le marché fait son boulot. C'est-à-dire on comble ce gap, on commence à avoir des points de support extrêmement intéressants, comme ici on l'a vu au 82 000, 84 pardon, au 84, 84 ouais. 000 dollars. On voit de plus en plus de gens qui accumulent sur ces niveaux. Donc ça deviendra des points support lors des prochaines corrections. Mais évidemment, il y aura toujours ce Mais petit il gap, reste un voilà, gap. ce petit gap entre les Et le prix du gap, 76-78, voilà, ouh. qui ne demande qu'à être comblé. Alors, Ouais. vous le voyez historiquement parlant, on a des petits gaps qui existent encore. Mais il y a quand même des gens qui étaient là. Pour l'instant, ici, il y a vraiment quasiment personne. Alors, soit on va le combler lors du prochain cycle baissier, soit on peut y aller maintenant. Là, on a quand même tapé les 78. Comme on l'a vu, allez, même si on tombe aux 75, aux 70 000 dollars, il y a toujours 75% de la supply en profit. Donc, on est encore mieux
que l'été 2021 ou même septembre 2024. Pour vous dire, donc c'est-à-dire qu'on peut descendre là sans en fait être dans une situation critique du marché. Donc ça peut arriver. Donc ça reste des probabilités. Et par contre, à l'inverse, une zone qu'on veut vraiment retrouver, parce que là en fait moi mon but c'est de vous donner les probas de ce qui peut se passer, je serai aucunement là à vous dire demain rendez-vous au 95K à 14h22, etc. Moi mon objectif c'est que vous sachiez tous les scénarios et que en fait vous ne soyez aucunement surpris. Parce que l'objectif de l'analyse on-chain c'est vraiment de pouvoir pas tout contrôler, tout maîtriser, mais ne pas être pris de court et en fait vous dire ok bah c'est simple, si on crache au 70K je sais quoi faire, si on va au 95K je sais quoi faire, mon plan est déjà prêt. C'est vraiment ce que je veux vous apporter aussi ce soir. Et le point intéressant à retrouver c'est vraiment la zone entre les 94 et les 97K pour retrouver cette grosse zone de support et vraiment être un peu plus serein sur le court terme. Voilà, maintenant vous le savez, vous connaissez les deux scénarios possibles qui, en tout cas, dans ma tête, peuvent exister. Ça faisait plusieurs semaines que au sein de l'académie d'Alan Trading, on était sur cette zone, on se disait est-ce qu'on va y aller, on va pas y aller. Un gap, historiquement parlant, il a toujours été comblé, donc on se disait il y a des probas. Ok, aujourd'hui, allez, on se donne les probas qu'il y avait 20% de chance d'y aller. Et au fur et à mesure qu'on se rapprochait justement un peu de cette zone-là, quand on a craché au 94-93, on se disait putain, les chances elles ont augmenté. Ok, donc soyez prêts. Si jamais on descend sous les 80, on sait ce qui peut se passer. On peut directement aller au 76. Bon, on s'est arrêté au 78. Évidemment, c'est pas une science exacte, mais ça nous permet d'être préparés à ce qui Ouais. peut se passer par la suite. Mais c'est hyper intéressant parce que à la fois aussi ça joue si tu combines évidemment ce graphique avec l'analyse technique, etc., tu as des zones qui sont très défendues et tu le vois. Ouais. Enfin, c'est intéressant de le voir aussi là. Moi, je regarde pas beaucoup l'on-chain, mais c'est hyper intéressant parce que c'est des zones dont on parle souvent. Donc à voir, à voir, à voir. Ouais, Et je vous ça avoue que marche. si on tombe au 75K là. Et Là, ça pique. bah, ça aura des discours un peu chinois sur le CT, Ouais, hein. Mais bon, c'est on clair. n'est pas à l'abri, comme on n'est pas à l'abri On n'est pas à encore d'avoir l'abri. des bonnes news et de repartir. On sait Ouais. pas, on sait pas. Mais parce que tu vois là en fait là c'est le même graphique mais cette fois on va distinguer bah, vous le savez en bleu nos fameux détenteurs à long terme donc qui ont du Bitcoin depuis 10 ans, 7 ans, 8 ans, plus de 6 mois et en rouge tous ceux qui ont accumulé il y a moins de 6 mois donc en gros depuis le 5 octobre par exemple. Pourquoi en fait même chuter encore plus bas ne serait pas, et là encore une fois c'est pour vous rassurer si jamais ça arrive parce que encore une fois il y a des probabilités, pourquoi aujourd'hui les détenteurs à long terme sont peace and love si on prend que leur supply à eux, bah eux évidemment, il y a plus de 6 mois, on n'était pas encore au-dessus des 80, 90, 100 000. Hein, notre dernière ATH, il y a plus de 6 mois, revenait était vraiment à mars 2024 au 73K, comme ici. Et donc en fait, ces détenteurs-là, tant qu'on ne touche pas les 73 000, ils sont 100% en profit. Donc Mhm. ces gens-là, ils sont peace and love. Alors évidemment, comme on le verra un peu plus tard, ça c'est le graphique de tous les profits réalisés ou les pertes réalisées. Comme vous le voyez, en fait, depuis globalement la mi-décembre, c'était en chute libre, donc on avait une pression vendeuse qui était moins importante. Mais comme vous le voyez depuis le crash là, de la semaine dernière, leur prise de profit a augmenté de 50%. Donc quand même, ça leur a un peu fait peur. Mais à la fois, ils sont quand même, voilà, ils sont pas en panique vu qu'ils sont toujours en gain. Donc leurs gains ont juste diminué, mais ils le sont toujours. Et globalement, l'été dernier, et surtout, je crois, lors de l'été 2021, on était descendu à 85% d'entre eux qui étaient encore en profit. Et tant qu'on maintient ces 85% de détenteurs à long terme en profit, on estime, du coup, vu l'historique, qu'ils ne sont pas encore forcément en PLS. Et ces 85% en profit reviendraient à 58K. Donc c'est-à-dire que même si on atteignait 58K, il y aurait toujours Bon, évidemment, j'espère qu'on sera sorti du marché si jamais on y arrive, pour protéger nos gains, mais il y aura toujours Ouais, ce petit truc qui flashera et qui dira, ok, c'est peut-être pas la fin non plus, peut-être que c'est vraiment pour nous faire peur le plus possible, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui nous montre que, même si évidemment on peut pas se baser que sur ça pour dire, c'est bon, chill, tout va bien. Et pourquoi il y a beaucoup de peur sur le Twitter français, YouTube, tout ce que tu veux, bah parce qu'à l'inverse, les détenteurs à court terme, si on va au 60, je sais pas, par exemple au 70K,
hop, il n'y a plus qu'un investisseur sur 10 chez eux qui est encore en gain. Donc forcément, eux, ils sont en peur. Forcément, on ressent quand on a vu le Fear and Greed qui avait atteint des niveaux de 2022, bah en fait, on se dit, ok, bah c'est normal. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont acheté, comme vous le voyez, qui ont acheté les 97 000, qui ont acheté les 100 000, qui ont acheté les 103 000. Bah aujourd'hui, ils se retrouvent en perte. Et c'est des pertes de plus de 20% environ pour eux. Donc c'est normal. C'est normal et ça s'explique assez bien par ce bon graphe qui nous montre quand est-ce qu'ils ont vraiment accumulé massivement et donc qui nous prouve que bah, forcément ils sont en perte. D'ailleurs ça se voit parce que sur leur gain latent, donc là on va prendre ce qui est en rose, ah bah, c'est pareil, hein, tout novembre-décembre ils prenaient d'énormes gains, on était à plus de 18 000 BTC de gains latents par jour et là on est tombé à bah, globalement à, je vais y arriver, à 2500. Par contre, leur perte latente, bah regardez, ça copie un peu ce qui s'est passé en août dernier. On était à peu près à moins 10K de BTC de perte, là on est à moins 8 quasiment. C'est exactement le même scénario. En fait, on veut faire peur. Pour l'instant, je le vois comme ça, on veut vraiment faire peur, on veut faire capituler ces investisseurs-là, qui, mine de rien, même ici, n'ont pas trop subi, hein, parce que regardez, on était à 1000, 2000 BTC de perte par jour, mais bon, classique, hein. C'est ce qui s'est passé tout le long justement de mars-avril, même en janvier. Même ici, vers la mi-janvier, là par contre, on les a fait peur. Ah Là, bah c'est, là, là, c'est clair. mm, mm. Et du coup, peut-être que ça peut suffire. Si on regarde le MVRV ratio dont j'ai parlé tout à l'heure, on était encore dans des zones ici de surévaluation globale de Bitcoin, qui restait assez haut, qui restait sur les niveaux encore de juin à peu près, où on était encore, bah, tu vois, à peu près vers les 70 000 dollars à l'époque, Mm. donc ce qui était pas très loin de l'ATH. Et là, par contre, on est retombé vraiment bas. Avec le crash de février, on a vraiment réinitialisé beaucoup d'attentes. On est allé plus bas que ce qui s'était passé en 2017 pour toute leur correction, mais on était quand même encore assez loin de l'été 2021. Mais on n'était plus très loin de ce qui s'était passé, encore une fois, lors de l'été 2024. Donc en fait, on revient sur des niveaux qui sont essentiels pour que le cycle haussier reparte à la hausse. Parce que sinon, en fait, si on repartait avec un MBRV aussi haut, on repartait avec encore énormément de gains latents. Et le but, c'est de faire prendre ces gains ou prendre ces pertes aux investisseurs pour que vraiment on reparte un peu, pas de zéro, mais qu'en fait, voilà, si on veut vraiment avoir une prochaine jambe haussière digne de ce nom, il faut qu'il y ait moins de personnes qui soient en profit alors Mm, qu'on mm. essaie de faire capituler un peu les gens. Très Et clairement. ça, c'est plutôt Mm. pertinent. Ouais. Et d'ailleurs, on peut le comparer avec. Parce que du coup, il me reste 2 graphes et après j'ai fini. On peut le comparer avec le SOPR qui est l'inverse. Là, on ne veut pas regarder les profits latents, mais les profits réalisés ou les pertes. Et plus c'est haut, plus vous vous en doutez, le ratio bleu, plus il y a d'énormes gains qui sont pris, qui vont dans nos poches. Et plus c'est bas, comme ici par exemple lors des bear markets, bah forcément, plus il y a de grosses pertes qui sont réalisées. Regardez ce qu'on voit, c'est Ah, et qu'on voit là, un SOPR ouais. qui revient sur le ratio 1, c'est-à-dire ni grosse prise de, enfin, ni prise de profit, ni perte. C'est-à-dire qu'il y a des gens, globalement, hein, je prends en global, le marché vend à break-even. Il y a toujours ceux qui prennent des gains et toujours ceux qui prennent des pertes. Mais on trouve un point d'équilibre. Et c'est exactement ce que l'on a vu en juillet-août de l'année dernière. Juillet-août-septembre de l'année dernière. Exactement le même scénario. Et pourquoi après pour repartir à la hausse. L'objectif, c'est de vraiment faire Reset sortir le le plus de sentiment. monde du marché. Exactement. On peut Mm, pas mm. partir en fait sur une nouvelle jambe haussière tant qu'il y a encore trop de gens qui prennent des gains. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, en fait, on le voit, on atteint des niveaux qui sont demandés depuis plusieurs semaines par le marché. Et du coup, bah voilà, il fait son travail. Et c'est pour ça que je sais plus si on avait fait un live en novembre-décembre globalement, mais ici, comme vous le voyez, on était sur des zones de grosses prises de profit, comme ça s'était passé en mars et en mai. Et globalement ici, bah, comme on l'avait vu. En tout cas, je l'avais vu au sein de l'académie. Moi, j'avais lors du live du mardi 11 décembre, je leur avais dit, on est peut-être sur un top local. On était vers les 100K, mais parce que au vu en fait de la prise de gain massive qu'il y a eu sur le marché, bah forcément tu te disais, tous ceux qui achètent là, ils sont en train d'acheter, enfin ils sont en train de servir de porte de sortie à tous les investisseurs qui ont accumulé ici. Mm. Et généralement, bah, t'achètes pas sur les meilleurs niveaux. Tu pouvais te faire des gains, hein, tu pouvais faire 100 ou 100, ou 110, je crois, tu pouvais te faire un plus 10%. Pour ceux qui investissent massivement, c'est énorme. Pour ceux qui ont des petits portfolios, c'est un peu moins lucratif. Mais ici, on l'avait vu que c'était probable.
Donc j'ai loupé le top à 10K près, mais globalement, c'était vraiment une zone de prise de profit où globalement, bah, tu as envie d'être ceux qui prennent des profits intelligemment aussi. Tu n'as pas envie d'être celui qui dit mais non, on va encore monter plus haut, c'est parti. Parce qu'on avait beaucoup d'indicateurs qui n'étaient pas en surchauffe, mais celui-là, il faisait partie de ceux qui étaient en surchauffe. Et dans toute l'histoire de trading du Bitcoin, on était sur des niveaux, là, les 1,15 quasiment, où ça n'arrive que, je crois, à 80. Ça n'arrive que d'aller plus haut, sur un ratio encore plus haut qu'à, je crois, 7 ou 8% du temps. Ah oui, Donc d'accord. forcément, tu avais Ouais. 92% de chances que ça aille plus bas. Et c'est ce qui s'est passé. Au fur et à mesure, évidemment, ça crache pas. Là, ça a mis 3 mois à arriver justement ici, hein. Mais globalement, c'était vraiment. Et du coup, conseil pour vous, si vous voulez ce type de graphique, il est gratuit, il est disponible. Dès qu'on va aller sur la prochaine jambe haussière, dès que vous voyez le ratio aller vraiment sur ces niveaux-là, il peut aller beaucoup plus haut comme on l'a vu en mars, mais commencez à justement avoir une stratégie de prise de profit. Mm. Parce que potentiellement, ici, vous savez que, en tout cas, la plupart des investisseurs prennent des gros gains et que vous avez envie de faire partie de ces investisseurs qui savent gagner de l'argent. Donc voilà, servez-vous-en. C'est pas une science exacte, c'est pas une science, c'est pas Madame Irma, mais ça nous permet de trouver des zones où tu te dis, ok, si ici je commence à prendre un peu de gain, bah en fait tout au long de la montée, tu te dis, bah ok, on peut encore aller plus haut, c'est cool. J'ai pas non plus vendu 100% de mon bag, mais je sais que je prends des gains. Et hop, tiens, ça se casse la figure. Bah génial. Si ça se casse la figure alors qu'on est au 105K, c'est que la plupart des gains ont été pris et que forcément on a potentiellement épuisé la demande. Donc on va peut-être pas aller plus haut tout de suite. Et globalement, En plus, comme vous quand le voyez. tu... Ouais, Vas-y, ouais. vas-y, termine. Non, vas-y, t'as raison. Parce que là, je parle. Je disais, quand tu revois le Dead Cat Bounce, genre après la prise de profit, un tout petit peu avant, voilà, là, ouais, en Là, bleu, là. là, Attends. en bleu, Là, voilà, là, ici, là. juste là, Ouais. exactement. Ici, tu dis, ok, il y a encore des profits de fous qui sont en train d'être pris. Ouais. Ouais, ouais. Ok, Là, et t'imagines là, que tout le marché en global, il prenait 10% de gains. Donc, en fait, t'imagines qu'il y en a, ils prenaient peut-être des 200%. T'en as, bah, forcément, ils prenaient aussi des pertes, hein. Parce que t'en as qui ont peut-être acheté au 108, qui les vendent à 104 parce qu'ils disent, ok, c'est une porte de sortie, j'ai mal géré mon coût d'entrée, je vais peut-être sortir tant que je suis pas loin de mon break-even. hmm, Donc, en fait, globalement, tout le marché prenait 10% de gains. Mais c'est énorme encore, c'est énorme parce que tu ouais, vois, historiquement parlant, on n'est jamais monté bien plus haut que les 20% qui étaient ici, par exemple en mars, etc. On est déjà, je crois, allé à 1,3, enfin à 30% en 2021 et 2017. Mais en fait, tu sais qu'ici, c'est des zones où, bah regarde, ouais, là, tout le tu te long dis, ils prennent des aussi, temps de voilà, les janvier. profits, Exact, ouais. attention, attention. Ouais. Toi, tu Alors que Bitcoin commences, voilà, c'est n'avait pas ça. fait un nouvel ATH, Hmm. enfin, Tu, quoique, on y tu, était pile poil, je sais même plus. Ouais, bah ouais, parce que en fait, là, lui, il s'arrête au 104, mais je crois qu'on avait fait le top au 110, 109, 110 Ouais, ouais, un truc comme ici. ça, ouais. Et du coup, encore une fois, tu peux pas te baser dessus pour vendre le top exact, mais tu sais que tu te dis, ok, s'il y en a qui prennent des profits, bah moi aussi je vais le faire parce que j'ai envie d'être rentable. J'ai pas envie d'être celui qui dit non non t'inquiète, on n'est pas en extrême surchauffe comme ça pouvait l'être. Tu vois, regarde ici là, on était à 1,30. Donc nickel, c'est pas grave, on a encore de la marge. Bah oui, t'as de la marge, mais faut que la demande elle suive. Et c'est toujours bien de prendre des profits petit à petit. T'es pas obligé Mm. de vendre le pico top 100% de ton bag, etc. Ou alors t'es vraiment extrêmement chanceux. Mais voilà, ça sert d'indicateur en tout cas. Personne ne vend le top, les amis. Exact. Et du coup, pour finir là-dessus, parce qu'après moi je vais aller manger. Globalement, où est-ce qu'on est sur la... Donc là c'est mi-on-chain, mi-technique, parce que je vais parler du coût de revient de base des détenteurs à court terme, ici en rouge, Ouais. la moyenne mobile des 200 derniers jours, ici en pointillé violet, et ce qu'on appelle le True Min Price, qui est le prix d'acquisition moyen de tous les investisseurs actifs. Donc généralement, il me semble, ça a confirmé, mais je crois que c'était de tous ceux qui ont au moins bougé leur Bitcoin entre aujourd'hui et il y a 2 ans. Comme ça, tu coupes le bruit de tous ceux qui n'ont pas bougé depuis 6 ans, 7 ans, etc. Globalement, qu'est-ce qui se passe? Une zone à retrouver à court terme, c'est justement ce coût moyen d'acquisition des détenteurs à court terme. Pourquoi? Parce qu'en cycle haussier, il nous sert souvent de support, comme vous le voyez, pour rebondir à la hausse. Quand on le passe à la baisse, comme c'est actuellement, parce qu'il est à peu près aux 92 000 $, on arrive dans cette zone justement qui s'est passée en juillet-août de l'année dernière, en août 2023, où c'est un peu le flou artistique, tout le monde panique, et du coup, sur le court terme, t'es pas haussier. T'es pas haussier parce que du coup, tu vois le prix, en fait, il s'en sert comme d'une résistance et plus comme d'un support.
Ici, regarde, résistance, on est reparti à la baisse. Résistance, on est reparti à la baisse. Et quand justement à la mi-octobre, on l'a retrouvé à la hausse, et cette fois, on s'en est servi comme d'un support par 2 fois, hop, on a réexplosé à la hausse. Et là, pour l'instant, tu vois, c'est ce qu'on voit pas. Donc là, en fait, là, pour l'instant, on s'en sert comme d'une résistance. Donc tant qu'on ne reprend pas les 92 000 dollars fermement, à court terme, on peut estimer qu'on est baissier. Je parle vraiment à court terme. Il ne faut pas voir la fin du cycle. Ça, c'est le premier truc que je veux absolument que vous regardiez. Ensuite, on a, vous le connaissez un peu plus, la moyenne mobile des 200 derniers jours. On a parfaitement rebondi dessus tout à l'heure, pas plus tard que ce matin, aux 92 000 dollars environ, pour repartir à la hausse. Donc ça, c'est très bien. On s'en est servi comme d'un support, pas comme d'une résistance, comme on l'a vu lors de l'été automne 2024. Où là, encore une fois, on était dans cette zone de flou. On s'en est servi comme d'une résistance, donc forcément, on rechutait vers le bas. Là, pour l'instant, on la maintient. Impeccable. Super. Maintenant, évidemment, le True Price, qui lui est estimé aux 64 000 dollars 200 à peu près, lui, c'est Lui, il fait dernier peur. rempart. Déjà, il fait peur. Voilà. Lui, c'est le dernier rempart. Parce que comme tu vois, donc là, je vais dézoomer parce que c'est d'autant plus parlant pour 2017 et 2021. Hop, voilà, et on va arriver en 2017. Tant que tu es au-dessus, ça c'est 2017, tu vois, à chaque fois, on n'est pas loin de rebondir dessus. Même lors des grosses corrections de moins 35% que tu avais en 2017, hop, parfait. 2021, idem. On a suivi la grosse correction de moins de 55% de l'été 2021. On est resté au-dessus, ça nous a servi de support. Et ici, pareil, août 2024, on l'a quasiment touché, à 2-3 000 dollars près. Ça nous a servi de support. Par contre, regardez ce qui se passe quand ça nous sert de support trop longtemps et qu'on le transperce à la baisse. 2017, on s'en sert comme d'un support, on le franchit une fois, on le franchit 2 fois, tac, la troisième fois c'était la bonne, on est parti en cycle baissier. Donc évidemment, tu ne vends pas le top exact, mais c'est un peu comme je vous dis, le dernier support pour se dire, ok, je vais peut-être finalement sortir, parce que là, ça pue vraiment du cul. 2017, hop, si tu dépassais les 8 000 dollars, donc tu étais déjà en divisé par 2 par rapport au top, hein, mais tu pouvais te sauver un autre moins 60% Bah quand même là, sur ton là, PF ouais. qui t'aurait servi. Parce que tu vois, là, par contre, tu t'en sers comme d'une résistance et tu n'arrives pas à le retrouver. 2021, même scénario. Tu rebondis une fois dessus en support, 2 fois dessus, troisième fois, tu le crashes. Boum. Là, tu t'en sers comme d'une résistance. Et voilà, fin du game. Donc celui-là, il va nous servir de dernière résistance pour tous ceux qui... parce que moi, en fait, 2021, j'étais un noob. Je suis arrivé là, à peu près ici, vers, je pense vers les 30 000 dollars. J'ai cru dur comme fer au 100K parce que je n'y connaissais rien. Et jusqu'au bout, c'est qu'une correction, on va rebondir. Du coup, jusqu'aux 15 000 dollars, j'étais bon, maintenant, on va peut-être rebondir. Mais du coup, j'ai rien gagné en 2021, alors que c'était le cycle de tous les possibles. Donc, si vraiment, à un moment donné, vous voyez qu'on le pète à la baisse, on peut toujours rebondir dessus, hein, mais si on le pète à la baisse, globalement, ça pue des fesses. Il faudra évidemment pas se baser uniquement dessus pour prendre sa décision. Encore une fois, hein, pas un conseiller en investissement. Il faudra évidemment suivre d'autres indicateurs techniques et on-chain pour s'en assurer. Mais si on les dépasse, ok. Ça Là, on va se commencer à se poser beaucoup de questions. Ouais. Donc voilà, je pense que je vous ai donné à court terme les niveaux qu'il faut qu'on retrouve, les niveaux qu'on peut atteindre, la zone des 76, des 74, 70K. Et du coup, celle à protéger sur la tendance, on va dire long terme, moyen long terme, c'est celle des 64 000 à l'heure actuelle. Et comme vous le voyez, ça évolue avec le temps, hein. Plus le prix va augmenter, plus forcément cette moyenne va augmenter aussi parce qu'il y aura de plus en plus d'investisseurs actifs qui achètent à des prix de plus en plus hauts, etc. Donc voilà, j'espère que ce live vous aura plu et du coup, n'hésitez pas à poser vos questions, ce sera avec grand plaisir. On se retrouve demain sur Wen et je te laisse le mot de la fin, Sapien, si on va clôturer tranquillement ce live. Yes, écoutez, merci à tous pour votre présence. Encore une fois, c'était un grand plaisir. Merci à toi, Bifresh, et à Wen pour l'opportunité. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Évidemment, si on part en bear market, vous ne m'en voudrez pas. Moi, j'ai toujours mon biais évidemment haussier. Voilà, c'est ça. J'ai toujours mon biais haussier pour la suite. Évidemment, on se base sur des datas, pas forcément sur son ressenti. Et surtout, voilà, ne laissez pas vos émotions prendre le dessus, que ce soit en hausse ou en baisse. Il y a toujours des choses techniques, on va dire, qui peuvent
qui s'offrent à nous pour Mm, comprendre ce qui se passe mm, et pas rester dans le flou et surtout ne pas suivre n'importe qui essaie de créer du FOMO ou du FUD. Faites bien attention à ça parce que je sais que ouais, personnellement ça m'avait desservi à l'époque. très Voilà. clairement. Mais en tout cas, ciao tout le monde, ciao Sapiens, on se retrouve bientôt. Allez, Ciao tout le monde. ciao. Salut à tous.